Salut à tous, bienvenue sur le French Podcast. C'est Charline, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme toujours, accompagnée de mon cher Emmanuel. Salut Emmanuel. Hey Charline, salut à tous. Franchement, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on a un sujet qui, allez, va réveiller quelques souvenirs gênants aussi, hein? Totalement. Gênant, ça me parle. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ici, on parle français. Pour les débutants, les curieux, et ceux qui veulent juste, éviter les bourdes. Et aujourd'hui, on va décortiquer ces fameuses erreurs et de c'est un avance. C'est peut-être déjà du vécu pour certains. Mais promis, on ne juge pas. Absolument. On est là pour apprendre avec vous. Et surtout pour rire un peu, parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre tout ça trop au sérieux. Même si, parfois, l'envie c'est juste de disparaître sous la table après s'être planté devant tout un café parisien, je spoil déjà. Allez, garde ça pour tout de suite. On se lance ? Alors, tu sais, la peur de se tromper, c'est un gros classique, hein? Moi, je l'ai ressenti à fond lors de mon tout premier voyage à Paris. J'étais genre tout fier, prêt à commander un café. Et là, je dis, tout content, « Bonjour, je suis chaud pour un café. » Sauf que... Oh non, la fameuse. Enfin, ce que je voulais dire, c'était « J'ai chaud, mais ça sort tout tordu. » Et là, le serveur a explosé de rire. Je comprenais pas, jusqu'à ce qu'il m'explique que « je suis chaud », ça veut pas du tout dire « j'ai chaud ». Pour ceux qui ne savent pas, si vous dites « je suis chaud », en français, c'est assez équivoque. Disons, ça peut vouloir dire « je suis motivé » ou quelque chose de carrément moins innocent selon le contexte. Bon, Emmanuel, t'as survécu comment à ce moment ? Ah, honnêtement, j'étais mort de honte, juste envie de m'enfuir, mais à la fin, c'est resté comme une blague amicale tout le séjour. Le serveur se souvenait de moi, il me lançait des « Alors, t'es chaud aujourd'hui ?» Bref, avec le recul, ça a créé une connexion. Mais c'est ça, comme une légende urbaine. Justement, j'en ai une belle. On dit qu'un touriste à Marseille s'est complètement trompé sur un mot de genre dans une boulangerie. Il voulait une baguette, mais a dit un baguette. Et la vendeuse a fait exprès de le corriger 1000 fois, puis, au final, ils sont devenus amis, juste à cause de cette erreur. Il y a ce truc. Si tu dépasses la peur, ça crée, des histoires. Ouais, dépasser la peur de se tromper, c'est le tout premier pas. Faut oser. Je me dis parfois, si on n'ose pas se tromper, on rate toutes ces occasions d'apprendre, et parfois même de partager un bon fou rire. Exactement. Bon, allez, on continue avec un autre piège très piégeant. Ah, la traduction littérale. Je crois qu'on est tous tombés dedans au moins une fois. Surtout au début, c'est automatique. Ça me rappelle une affiche à Marseille, il y avait écrit « Libérez le chat », alors que le message devait parler du châle oublié et pas du tout du matou. Un vrai contresens, et ça faisait rigoler tout le quartier. J'adore. Mais oui, traduire mot à mot, ça fait des catastrophes. Par exemple, je suis 20 ans, alors que c'est j'ai 20 ans. Je me souviens d'entendre ça tout le temps. Et c'est normal, hein? Dans beaucoup de langues, on est un âge. Mais en français, on l'a. Parfois, il y a aussi ces trucs intraduisibles. Des expressions qui n'existent nulle part ailleurs. Genre, appeler un chat, tu vois? Ou les fameux « il pleut des cordes ». Et puis, il y a les faux amis, c'est traître. Oh oui, les faux amis, j'ai encore du mal avec actuellement qui veut dire en ce moment et pas actually en anglais. Je dois me concentrer, sinon je me fais avoir à chaque fois. La clé, c'est de repérer tout ça avec l'écoute, en lisant un max et en acceptant de, parfois, se planter. Franchement, j'adore collectionner ces petites perles de traduction. Ça raconte beaucoup sur nos habitudes de pensée. Ouais, c'est le charme du français et de toutes les langues, je crois. Bon, Charline, parlons d'une autre erreur qui tue la progression. Ne pas s'immerger assez. En fait, la régularité, je crois que c'est ce qui a sauvé mon français. Quand j'ai commencé, je me faisais des petites sessions d'écoute, souvent quand j'arrosais mes succulentes. Oui, je sais, c'est bizarre, mais la radio française tournait en fond et franchement, 5 minutes suffisent parfois pour s'imprégner. Oui, c'est ça.
J'ai un étudiant qui, lui, s'est carrément créé une mini-immersion dans son salon. Il écoutait des podcasts, collait des post-it partout, genre la porte, le canapé. Et il disait à haute voix chaque mot, à chaque passage. C'est super malin. Et puis, tu peux le faire même sans vivre en France ou dans un pays francophone. Je trouve qu'intégrer un petit rituel, même 5 minutes par jour, ça ancre la langue dans le quotidien. On croit que c'est trop peu, mais c'est la régularité qui compte, je suis convaincu. Les applis, les vidéos, et même parler tout seul, ça marche aussi. Exposer l'oreille au français vivant, ça aide à repérer les vrais sons, les façons de parler et pas juste le français scolaire. Ouais, exactement. Bon, alors, comment on maintient cette habitude et surtout, comment on ne s'arrête pas à mi-chemin? Pour moi, parler même un peu avec un ami, écrire une petite note chaque jour, ça fait toute la différence. Tu sais, il n'y a pas de grosse session miracle. C'est la régularité et la bienveillance envers soi-même. Avoir la patience d'accepter que, ça prend du temps. C'est clair. Je me rappelle de mes débuts sur une appli d'échange linguistique, tu discutes avec des natifs, tu fais des erreurs, ils corrigent gentiment, ça fait progresser à une vitesse de dingue. Surtout si tu peux parler avec des natifs ou écrire avec eux. Après, si tu te juges tout le temps, tu bloques tout, non? Exactement, faut bien s'entourer et rester persévérant. Je me dis toujours, apprendre une langue, c'est pas une course de vitesse. C'est plutôt comme un jardin. Tiens, tu plantes des petites graines tous les jours, tu patientes, tu arroses. Pardon, encore une métaphore verte, mais bon, c'est mon truc, hein? J'adore. Et puis, ça pousse, c'est vrai. Parfois sans qu'on s'en rende compte. C'est le naturel, la routine qui fait avancer. Bon. Voyons maintenant comment utiliser la correction d'une façon positive. Moi, j'ai longtemps eu peur de demander des retours, tu vois. Mais quand on ose, on se rend compte que la correction, si elle est bienveillante, c'est hyper précieux. Un partenaire d'échange ou un prof, c'est là pour t'aider, pas pour te juger. Oui, mais faut aussi savoir l'accepter. Je me souviens avoir filmé mes propres essais de présentation en français pour me réécouter. C'est gênant, mais ça aide à voir les erreurs récurrentes, les tics, la prononciation. S'auto-corriger, c'est, j'avoue, inconfortable, mais ultra efficace. Et puis, remercier ceux qui prennent le temps de t'aider, ça change tout dans l'expérience. Chaque erreur, au fond, c'est un petit caillou vers la maîtrise. Plus on accueille la correction, plus on progresse. Faut oser dire « Merci, continue de me corriger ». C'est clair. Ok, Charline, on parle de comment avancer concrètement avec des petits objectifs, non? Voilà. On rêve tous de parler comme un natif du jour au lendemain, mais... Bon, faut se calmer. Se fixer un mini-objectif comme apprendre 10 mots par jour, ou se dire « Cette semaine, j'essaie une petite conversation », ça booste la motivation. J'ai remarqué que tenir un journal d'apprentissage ou noter les réussites et les galères, ça permet de suivre sa progression, d'ajuster la méthode et surtout de voir combien on avance sans s'en rendre compte. Et chaque mini-avancée, il faut la fêter. J'insiste vraiment là-dessus. T'as réussi à commander sans te tromper? Ou à raconter ta journée à voix haute? C'est génial, savoure ça. Et même les petites défaites, c'est du carburant aussi. Enfin, je crois. Et ça encourage à continuer quand c'est dur. Oui, c'est le secret pour ne jamais lâcher. Bon, pour finir, comment on intègre tout ça dans la vie quotidienne? Alors, c'est vraiment un jeu d'habitude. Un truc simple, genre regarder une série en français ou lancer une playlist francophone dans le métro, ça fait entrer la langue dans la routine. Écoute la 3e partie de podcast Alors, j'ai français. quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. En vrai, c'est aussi un peu honteux, tu vas voir. Ça me fait rire rien qu'à y repenser. Premier jour avec mon bouquin de français et tu vois, je voulais saluer la voisine de ma tante à Paris. Sauf que, au lieu de dire « salut », j'ai sorti, un grand « sale ». Mais vraiment, bien fort, « salut ». Sauf que non, c'était « sale ». Elle a blêmi. Moi, j'ai eu envie de disparaître dans le sol. Franchement, ça met en confiance, de commencer comme ça. Toi aussi, tu t'es planté d'entrée quand t'as commencé une langue. Oh, je te jure, Charline, mais c'est exactement ça, en fait.
il y a cette confusion qui est hyper courante. Et tu sais, genre le « je suis chaud » versus « j'ai chaud », c'est le festival des gaffes. Alors je me souviens, moi, en animant un atelier de conversation, il y avait toujours quelqu'un qui disait « je suis chaud » pour dire qu'il avait chaud, sauf que bon, on sait que ça veut rien dire pareil, mais bref, enfin, voilà, c'est normal, quoi. Il n'y a pas vraiment de recette miracle au début. Je me demande même si on n'avance pas plus vite quand on se plante. Il y a eu ce moment super marrant, tu te rappelles? Dans mon jardin partagé, tout le monde mélangeait les mots. Tu avais pain à la place de peine. Des dialogues comme ce matin. Mais, étrangement, c'est ça qui a fait qu'on est vraiment devenus proches. C'est carrément normal de se tromper. Ça fait partie du truc. Oui, et en fait, on s'en souvient toujours après, tu remarques. J'ai l'impression que si tu fais pas d'erreur, t'apprends rien. Genre, t'es obligé de bafouiller, sinon tu restes dans ta zone de confort et... Enfin, voilà, ça pimente la vie en fait. Je crois qu'il faut accepter de se ridiculiser un peu, non? Totalement. Et puis, franchement, j'ai rarement vu quelqu'un avancer vite sans se planter. Et, ouais, rater, c'est le vrai moteur même, je dirais. Bon, attends, j'ai une liste en tête, genre les gros pièges, là, qui t'empêchent de progresser vraiment. Premier point, le genre. Les gars qui disent un table. Bah non, c'est une. Deuxième truc, les pronoms. Tu et vous, c'est pas juste une question de politesse. C'est vraiment une gymnastique à prendre. Et les articles, un, une, le, la. Je me souviens, dans mes petits cours avec les ados en ville, t'avais toujours ce moment où tout le monde mélange et dit la maison pour le maison. On se marrait, mais fallait les corriger à chaque fois. Mais, comment tu fais pour t'en rendre compte, toi? Parce que j'avoue, moi, j'ai mis genre des semaines avant de piger que c'était ça mon blocage. Perso, j'ai inventé une technique bizarre. J'ai un vieux carnet, tu sais, là où je colle des graffitis que je trouve. Eh ben, à côté de chaque sticker ou tag marrant, je note mes bourdes. Genre, Eddie le chaise devant tout le bus. Et je fais des petites étoiles quand je m'en souviens. J'adore, c'est carrément une façon créative de garder la trace. Attends, on fait un mini-jeu pour les auditeurs, genre imagine, je te balance. La chatte mangeait un poisson, y a quoi qui cloche? Ah, mais facile. C'est le chat a mangé un poisson. Mais après, tu sais, j'avoue que j'ai souvent oublié le « a ». Moi, je dirais à nos auditeurs, essayez de trouver la faute d'Emmanuel. Et genre, notez-la dans votre tête ou dans un carnet moche comme le mien. C'est bon, parfait. Comme ça, on avance tous ensemble, à notre rythme. Alors, tu veux vraiment mes secrets? Je te promets, c'est tout simple. Je mise tout sur l'oral, sérieux. T'écoutes des séries, tu parles à des natifs, tu relis tes messages à voix haute. Je trouve que lire des trucs dans ta tête, ça va un temps. Mais les vraies fautes, c'est en parlant que tu les entends. Puis, t'as plein d'applis sympas. Duolingo, Tandem, même si, bon, on finit tous par faire la course au point plus qu'au vocabulaire, tu connais. Mais ça bouscule quand même. Mais oui, il faut s'obliger à parler tout simplement. D'ailleurs, je me souviens, à Marseille, il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu demander un truc à un commerçant. J'ai sorti une phrase très louche, un vieux mélange entre une expression marseillaise et du charabia total. Mais, tu sais quoi? Le mec, super sympa, a corrigé ma phrase. Et maintenant, c'est mon expression préférée. Comme quoi, même quand tu te plantes, parfois tu gagnes une perle. Mais tellement. Et tu vois, ce pouvoir de la communauté, ça joue fort. Dans notre jardin, on avait carrément créé le mur d'erreur. Chacun mettait un post-it avec son plus beau fail. C'est devenu, limite, la meilleure attraction du coin. Alors voilà, si t'as une équipe autour de toi, c'est puissant. Ouais, sauf que... Parfois, franchement, faut le dire, tu perds la motive. Parce que tu fais 3 pas en avant, 2 en arrière. C'est épuisant. T'as un petit truc pour garder le sourire quand tu butes sans arrêt?
Ouais, franchement, faut pas hésiter à célébrer le moindre mini-succès. Genre, tu captes un nouveau mot, petite récompense, je sais pas moi, un croissant, une balade, ce que tu veux, même juste une chanson dans les oreilles. On oublie trop que chaque mini-avancée compte. C'est dingue. Ah, et faire des pauses, c'est pas un drame de ralentir un peu aussi. Oui, et partager ce que tu réussis, même si c'est bête, ça booste à mort. Genre, poste un audio tout pourri sur un groupe et tu vas voir. Il y a toujours une personne pour répondre « Bravo !» Puis ça crée une sorte de chaîne de soutien, tu vois. Absolument, c'est là que la magie opère. Tu te nourris de la vibe des autres et, tu progresses ensemble. En parlant de progression, je te jure, le vrai déclic, c'est le quotidien. Genre, un petit podcast en cuisinant, une vidéo YouTube dans le bus, même une recette en français dans la cuisine, 10 minutes, pas besoin de plus. Exact. Ou alors, tu trouves un pote d'échange. Genre, la cousine de mon voisin voulait apprendre le suédois, moi le français. Du coup, on a fait du ping-pong de conversation. T'imagines l'ambiance. Puis, petit tip. Colle des post-it partout chez toi. Frigo, lampe, chaise. Zonzon se transforme en salle de classe géante. C'est fun, non? Ouais, trop cool. Le coup du téléphone aussi. Change la langue de tes applis. Bon, tu galères 2 jours, mais ensuite, tu reconnais tous les mots-clés. Et tes réseaux, pareil, tu passes en mode français, tu fais des découvertes insoupçonnées. J'insiste beaucoup sur la routine. 10 minutes, pas plus, chaque jour. Genre, un podcast pendant que tu prépares le café ou un petit article avant de dormir. Faut pas voir ça comme une corvée, sinon, c'est mort. Non! Faut que ça devienne instinctif, comme se brosser les dents. Ah ouais, tu crées ton monde en version française. Un partenaire d'entraînement, c'est vraiment top, surtout avec des applis genre Tandem, et même des groupes Facebook, ça marche. Et les étiquettes dans ta maison, alors là... Merci, la mémoire visuelle. Franchement, plus tu vois, plus tu retiens, tu sais? Carrément. Et suivre des comptes fun sur Insta, TikTok, on apprend beaucoup sans même s'en apercevoir. Mais... Tu sais, il y a un truc qui bloque souvent, c'est la peur de parler. Je me souviens d'un pote franchement têtu qui osait jamais dire un mot en français. Un jour, il a juste commandé un café en hésitant, genre « un café, s'il vous plaît ». Et, bam, il était trop fier. Après, il s'est lâché sur tout. C'est bien vu. Faut démarrer petit. Genre, premier objectif, parler 5 minutes par jour, mais tout, même des trucs anodins. En vrai, t'as peur, mais après, tu te rends compte que rien ne s'effondre, et même les erreurs, elles passent crème. Faut s'entraîner, tu prends une phrase type, tu la répètes 1000 fois, tu t'enregistres même, j'ai l'air fou, mais c'est ça la méthode. Ouais, limite, intègre-toi dans des groupes où tout le monde se plante, c'est hyper rassurant. Tu fais de l'erreur un jeu, tu vois? Et là... C'est l'aventure, il y a plus de complexes. Écoute la troisième partie de podcast Bonjour français. et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur ces petites erreurs de français, celles qui nous échappent parfois. On a regardé pas mal de guides, d'articles pour repérer les plus fréquentes. L'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi on bute dessus et comment faire pour parler de façon plus fluide, plus sûre aussi. Tout à fait. Et puis, il faut le dire, se tromper, ça fait partie du jeu, de l'apprentissage. Le but, c'est pas la perfection absolue, inatteignable, mais plutôt de repérer 2 ou 3 points clés. Souvent, ça suffit pour sentir une vraie différence. Alors, commençons peut-être par un classique. La différence entre se rappeler et se souvenir de. Les sources disent que c'est une confusion très très courante. On entend des choses comme « je me rappelle de ça », c'est ça ? Exactement. La confusion vient sans doute du fait que les 2 verbes veulent dire un peu la même chose, l'idée de mémoire. Mais la grammaire derrière, elle est différente. Se rappeler quelque chose, c'est direct. Il n'y a pas de préposition. Ah, d'accord. Donc, on doit dire « je me rappelle cette histoire », pas de « de ». Ok. Par contre, se souvenir, lui, il demande la préposition « de ». Donc, je me souviens de cette histoire. Les 2 sont corrects, mais il ne faut pas mélanger les constructions. Donc soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Bon, il y a quelques petites exceptions. Devant un pronom comme « elle », je me rappelle d'elle,
ou un verbe à l'infinitif. Rappelle-toi de fermer la porte. Mais disons que pour un nom, la règle de base, c'est pas de 2 après se rappeler. C'est noté. Ça demande une petite gymnastique mentale au début. Oui, un peu. Autre point qui semble venir d'ailleurs peut-être de l'anglais. L'expression pour interroger. Le fameux « demander une question Ah oui, celui-là, c'est un calque typique de to ask a question. On l'entend beaucoup. ». Et donc en français correct, En français, on ne demande pas une question, on la pose. C'est le verbe poser. tout simplement. Oui, je voudrais poser une question. C'est simple, net, et ça sonne tout de suite plus juste, quoi. Absolument. Passons maintenant à la prononciation. Un point qui peut trahir même à l'oral, la fin des verbes en ENT à la troisième personne du pluriel, comme « ils mangent, elles finissent ». On est tenté de prononcer ce ENT, non? Oh que oui, c'est une tentation très forte, surtout au début. Mais alors là, la règle est inflexible. Ah bon? Oui, cette terminaison ENT des verbes, troisième personne du pluriel, elle est toujours muette, peu importe le temps. Présent, imparfait, subjonctif, Jamais prononcé. jamais. Le son s'arrête juste avant, donc « il mange » se prononce « mange » comme « mange ». Elle parlait, comme « parlait ». Il faut vraiment s'entraîner à couper net. C'est un détail, mais ça change tout à l'oreille. D'accord, règle claire. On enchaîne avec un peu de conjugaison et le fameux piège de l'hypothèse avec « si ». On entend parfois des constructions comme « si j'aurais su ». Ça coince là. Ah, ça coince fort, oui. C'est un grand classique. La structure correcte, la plus commune pour parler d'une hypothèse sur le présent ou futur, c'est « si » plus imparfait, Imparfait. suivi du conditionnel présent. Par exemple, si j'avais le temps imparfait, je viendrais conditionnel. Ou pour le passé, quelque chose qui n'a pas eu lieu, si plus que parfait, et ensuite conditionnel passé. Si j'avais su, plus que parfait, je serais venu conditionnel passé. D'accord, c'est une structure fixe. Voilà. Et le petit truc pour s'en souvenir, c'est de se dire que les SI n'aiment pas les ré. En gros, on ne met jamais de conditionnel, les terminaisons en ré, arion, juste après le mot si. Pas mal comme mémo, très utile. Abordons maintenant une autre paire qui pose souvent question. C'est ou il est. Quand utiliser l'un ou l'autre? On pourrait entendre, je sais pas, il est un médecin. Oui, ça arrive. Alors, la règle générale, disons pour simplifier, il est, elle est, etc., on l'utilise surtout devant un adjectif seul. Il est grand. Ou une nationalité, une profession, mais sans article. Il est médecin. Elle est espagnole. D'accord, sans le un ou une. Exactement. Et c'est ou c'est son, au pluriel, on l'utilise quand il y a un déterminant comme un, une, le, la, mon, ce, suivi d'un nom. Donc on dira « c'est un médecin »,« c'est mon ami », ce sont des choses importantes. C'est souvent la présence de ce petit mot, le déterminant, qui nous guide vers « c'est ». Très clair. Et pour finir, une petite règle de prononciation, une liaison à éviter. Il s'agit de la liaison après le mot « et ». Oui, c'est une liaison dite interdite et elle est importante. On sait que les liaisons sont fréquentes et donnent sa musique au français, mais après la conjonction « et », il ne faut jamais faire la liaison. Jamais. C'est silencieux. On ne dit pas « un stylo est une gomme ». On fait une petite pause. Un stylo et une gomme. D'accord. C'est bon à savoir pour éviter une petite faute de prononciation. Voilà. Tous ces exemples, ça montre bien que parfois, c'est juste une question de vigilance sur un point précis. Une structure, une prononciation. Et comme on le disait, l'erreur est normale. Mais identifier ces petits pièges, ça aide vraiment à avancer. Tout à fait. L'objectif, c'est pas de se bloquer par peur de la faute, mais de communiquer de manière plus aisée, plus naturelle. Donc pour conclure notre échange, On pourrait se demander, tiens, parmi ces erreurs, ou peut-être une autre qu'on fait souvent, laquelle on pourrait choisir de surveiller un peu plus attentivement à partir d'aujourd'hui. Corriger consciemment une seule petite habitude, parfois ça peut vraiment libérer la parole.